Bonjour Michel Barnier. Bonjour. Parmi vos nombreuses fonctions, vous avez été aussi ministre des Affaires étrangères à l'époque de Jacques Chirac, mais vous êtes aussi l'artisan, l'architecte de la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Vous avez été négociateur en chef du Brexit. C'est dire à combien vous connaissez l'histoire britannique, l'état d'esprit qui règne aujourd'hui en Grande-Bretagne. Est-ce que vous êtes surpris, est-ce que vous attendiez à une telle ferveur après la disparition de la reine Elisabeth II ? Non, je ne suis pas surpris. Vous l'a dit d'ailleurs très bien le président de la République, elle était la reine. Et donc il y avait du respect, de l'attachement à l'égard de cette grande dame, qui a d'ailleurs toujours exercé ses fonctions avec du dévouement. D'ailleurs, réécouter le discours qu'elle a prononcé très jeune en Afrique du Sud, promettant à son peuple d'être dédié à sa mission. Elle a tenu cette promesse jusqu'au bout. D'ailleurs, ce qui a beaucoup frappé, c'est 3 jours avant sa mort, elle reçoit la nouvelle première ministre. Debout, elle reste debout. Debout, souriante encore. C'est une femme digne, je crois que c'est le mot qui la caractérise le mieux, et en même temps impassible, maîtrisant ses émotions, élégante et toujours curieuse. En tout cas, moi, les quelques fois où j'ai eu l'honneur justement, voilà, vous aviez dans vos fonctions, vous l'avez rencontrée, on dit qu'elle ne mettait pas de distance forcément avec ses interlocuteurs. Oui, vous en avez été témoin. Due à la fonction. Due à la fonction protocolaire. Mais attention, naturellement. Mais elle était toujours très attentive et curieuse. Moi, je me souviens très bien d'un déjeuner qu'on a eu à Matignon au moment du centenaire de l'entente cordiale. Et j'étais assis à côté d'elle, comme ministre des Affaires étrangères, et elle était très intriguée par le fait que je m'étais engagé dans le sport avec Jean-Claude Killy, qu'on avait organisé des Jeux Olympiques et que le ministre des Affaires étrangères français avait organisé des Jeux Olympiques. C'est une famille d'ailleurs qui s'intéressait beaucoup au sport. La princesse Anne est membre du Comité olympique international, et je l'ai bien connue à cette époque-là aussi, et elle était très intriguée. C'est d'ailleurs ce jour-là qu'elle m'a donné, la reine elle-même m'a donné une brève leçon d'anglais. Une brève leçon d'anglais, expliquez-nous ça. Que j'ai rencontré d'ailleurs dans le livre que j'ai publié sur le Brexit. Alors le livre, La Grande Illusion, le journal secret du Brexit, où vous racontez beaucoup d'histoires, et notamment celle-ci. Enfin, je raconte l'histoire de cette longue négociation. On va en reparler. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé alors ? Non, ce jour-là, je devais aller juste après le déjeuner officiel à l'Assemblée nationale et répondre à des questions, notamment en présence d'une délégation de la Chambre des Lords et de la Chambre des communes. Et je voulais saluer les députés britanniques, les parlementaires, en anglais, en leur disant « Vive l'entente cordiale ». Et je lui dis « Madame, puis-je vérifier avec vous, pour ne pas faire d'erreur, comment on dit « Vive l'entente cordiale ». Elle me dit « Vous devez dire, Monsieur le ministre, long live to the entente cordiale ». Et j'ai dit ça exactement sur le conseil de la reine elle-même. Et beaucoup de gens en France ont pensé que je m'étais trompé, que j'aurais dû dire long life. En fait, elle avait raison, je n'avais pas eu tort. Et c'était une brève leçon d'anglais que la reine m'a donnée à cette époque. Par Elisabeth II en personne. Est-ce que cet hommage sans précédent, vous constatez quand on l'observe en Écosse, là où la reine s'est éteinte, est-ce que ça bat en brèche l'idée d'un Royaume-Uni qui ne le serait plus tant que ça ? Finalement, toutes les pièces du puzzle britannique sont encore bien présentes, et notamment l'Écosse. Elisabeth II était très attachée à l'Écosse. Elle était d'ailleurs, par sa famille, attachée d'origine à cette partie du Royaume-Uni, mais ça n'empêche pas qu'il y ait un débat au Royaume-Uni, et notamment en Écosse, et qu'il y a aussi des conséquences, je ne veux pas en parler aujourd'hui, mais conséquences systémiques du Brexit que je ne peux pas mesurer, mais on a toujours ce débat sur l'indépendance de l'Écosse. C'est aussi la reine qui aura régné pendant ce qui s'était passé à partir des années 70 en Irlande du Nord, une guerre sanglante qui a fait des milliers de morts. Est-ce qu'elle avait été marquée par ce déchirement dans le Royaume ? Elle a été la reine pendant une trentaine d'années, jusqu'en 98, de l'Irlande du Nord, partie du Royaume-Uni, où s'est déroulé ce conflit épouvantable avec 3500 morts, auxquels on a mis fin par le courage de quelques hommes politiques, catholiques et protestants, irlandais du Nord et du Sud, si je puis dire. Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention maintenant. C'était le sujet montre principal. La fragilité finalement de ce Royaume-Uni qu'on voit si et puis la paix en Irlande, je crois que la reine le savait bien, le prince Charles III le sait aussi, la paix en Irlande est extrêmement fragile. La situation est très très sensible, et donc il faut faire très attention. C'est pour ça que c'était pour moi pendant jour et nuit, pendant cette négociation, le souci que j'avais. Il faut que les Britanniques acceptent de tirer les leçons du Brexit, assument ces conséquences du Brexit qu'ils ont voulu,
et que nous n'avons pas voulu. Mais parmi ces conséquences, il y a la paix qui est fragile en Irlande. Alors la reine ne s'exprimait pas, car elle n'en avait peut-être ni l'envie ni le droit. Ça ne se fait pas pour les souverains britanniques. Mais selon vous, est-ce qu'elle avait été malheureuse de ce Brexit, de cette sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne, elle qui aimait l'Europe, qui aimait particulièrement la France, où elle était venue en visite 14 fois? Ça restera pour moi une question de savoir ce qu'elle pensait, ce qu'elle a pensé vraiment du Brexit en juin 2016 et la manière dont les choses se sont déroulées. Quand j'ai fait ce tweet il y a 2 jours pour lui rendre hommage, j'ai publié une photo d'elle avec ce fameux chapeau bleu et avec ses fleurs jaunes. C'était peut-être un signal, est-ce qu'on peut l'interpréter comme cela, de son attachement au projet européen? En tout cas, je pense qu'elle avait été heureuse de l'adhésion de son pays à l'Union européenne, sans d'ailleurs abandonner son histoire. C'est un pays qui a toujours vécu avec son temps, tout en gardant son âme. Et cette âme, c'était aussi celle du Commonwealth. Mais je pense qu'elle a été heureuse de cette adhésion dans les années 70. Je ne peux pas dire, franchement, je veux parler avec humilité, je ne peux pas dire vous n'avez pas qu'elle pensait au fond d'elle-même. La sensation qu'elle aurait préféré que son pays reste dans l'Union. Je ne sais pas si elle voyait des avantages au Brexit, mais je ne peux pas la faire parler, franchement. Selon vous, qui connaissez intimement ce dossier, aujourd'hui, la Grande-Bretagne subit les effets du Brexit plus qu'elle n'en tire les fruits espérés? Il n'y a pas de fruits au Brexit. Pour eux, il n'y a pas de fruits, non. La Grande-Bretagne a toujours dit qu'elle recouvrait son indépendance. Oui, elle a retrouvé son indépendance, d'agir. qu'elle n'avait d'ailleurs pas perdue, parce qu'on est indépendant quand on est dans l'Union européenne. On est solidaire, mais on est indépendant. Nous sommes, nous, Français, indépendants, mais nous sommes solidaires et on a choisi d'être ensemble plutôt que d'être solitaires. Il n'y a pas de fruits. Vous savez, même M. Farage, qui était un populiste d'extrême droite, qui a été l'un des militants du Brexit avec M. Johnson, je l'ai vu plusieurs fois, jamais il ne m'a convaincu. Jamais il n'a pu me démontrer la valeur ajoutée du Brexit. Donc, nous affrontons beaucoup de difficultés. Tous les peuples européens et tous les pays dans le monde d'aujourd'hui, le changement climatique, le terrorisme, le climat, l'énergie, les guerres. Est-ce qu'on affronte mieux ou moins bien ces conflits ou ces défis ensemble? Moi, je pense qu'il vaut mieux être ensemble. De ce point de vue, les premières déclarations de Liz Truss, la nouvelle première ministre britannique, vous ont plutôt rassuré ou plutôt inquiété? Non, on connaît la ligne de Mme Truss et elle n'est pas favorable à l'Europe, on le sait. Elle a été solidaire de M. Johnson. Je ne vais pas lui faire de procès d'intention, ce ne serait pas bien, surtout aujourd'hui. Donc, wait and see. Hein. Wait and see, comme on dit à Londres. Est-ce que le Commonwealth, les 56 États qui constituaient grosso modo l'Empire britannique, est-ce que l'hommage qu'on entend aussi, qu'on voit au Canada, en Inde, même qui revendique pourtant chèrement son indépendance, là encore, ça vous surprend? Est-ce que c'est dû à la personnalité particulière d'Élisabeth II ou à l'idée qu'il y a encore quelque chose de stable dans ce monde troublé? À une langue largement partagée, à une histoire commune, parfois tragique, y compris en Inde. C'est lié en effet à la personnalité d'Élisabeth II qui a cultivé cette union et ce Commonwealth. Je me souviens d'ailleurs à Manchester où 2002, il y avait l'ouverture des Jeux du Commonwealth qui ont lieu régulièrement. J'étais là comme commissaire européen, derrière la famille royale et M. Blair qui était le Premier ministre. Et j'ai un de mes collaborateurs irlandais du Nord qui, voyant défiler tous ces pays, plusieurs dizaines de pays, et dont beaucoup d'ailleurs ont l'Union Jack dans leur propre drapeau national, l'Australie, m'a dit une chose qui était importante à cette époque et j'y ai beaucoup pensé après. Il me dit, vous voyez, M. Barnier, pourquoi l'Europe souvent nous paraît trop petite. Voilà. Alors c'est peut-être une des raisons du Brexit. Car effectivement, c'est un peu plus grand que l'Europe lorsqu'on voit... Il ne faut pas vivre avec la nostalgie, il faut vivre avec les souvenirs. Mais la nostalgie, est-ce que ça représente aussi une sorte de môle de stabilité dans ce monde qui est aujourd'hui en proie à des guerres, en proie au changement climatique? Est-ce que ça rassure? La personne de la reine rassurait quelque part oui, elle était la garante, elle a cultivé, je l'ai dit, ce dialogue entre tous ces pays, mais ces pays maintenant, sur le plan de l'économie, ils ne demandent plus la permission. Hein. Ils sont libres, comme de grands pays comme l'Inde ou l'Australie ou d'autres, libres de mener leur voie. Ils n'ont pas de relation économique particulière. La relation économique particulière, le Royaume-Uni l'avait dans l'Union européenne, dans le marché unique. Et ce qui est révolu aujourd'hui. Le nouveau roi, Charles III, n'a pas de pouvoir, mais il a un rôle quand l'essentiel est en jeu. On l'avait vu pendant la Seconde Guerre mondiale avec le père d'Élisabeth, George VI. Est-ce que vous vous attendez à ce que ce nouveau roi, Charles III, dont on connaît par exemple les convictions en matière d'environnement, d'écologie, ait une influence peu ou prou sur la marche des événements dans son pays? Évidemment, devenant roi depuis hier, depuis aujourd'hui, il rentrera dans la fonction avec les contraintes qu'il connaît, qu'il a d'ailleurs dit lui-même.
et il s'y pliera, notamment d'être impassible, de ne pas donner ses sentiments. Mais moi, je pense qu'il faut lui faire confiance pour continuer dans la ligne de sa mère, avec la même dignité. Je lui fais confiance, et aussi à son épouse. Et ça n'empêche pas d'avoir ses convictions. Il a ses convictions pour l'environnement et l'écologie. Il a des convictions en matière d'urbanisme aussi intéressantes. Et je pense qu'il aura cette influence aussi auprès du nouveau gouvernement britannique. Merci beaucoup, Michel Barnier, pour vos souvenirs et votre analyse.